Donc en fait, nous allons continuer en réalité la séance Le Divers et la pensée du monde avec donc deux interventions cet après-midi, celle de tout d'abord Anna Kiefer et ensuite Serge Palin. Je vous présente dans un premier temps Anna Kiefer, qui est docteur en littérature comparée, professeur associé à l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro, troisième cycle en littérature, culture et contemporanéité depuis 2005, professeur visitant senior CAPES à Paris 7, et puis directrice de programme au CIPH à Paris de 2007 à 2013, où elle a mené une recherche sur une pensée de la faim au Brésil et en Europe. Elle est également coordinatrice de l'accord de coopération internationale CAPES COFECUB de 2006 à 2012 à l'Université pontificale de Rio et Paris 7, autour d'un projet intitulé « Les désaccords du temps France-Brésil ». Alors, écoutez, Anna Kiefer, nous avons le plaisir de vous recevoir et de vous écouter autour d'une communication qui certainement va faire également le lien avec le présent brésilien. Une communication donc, que vous nous proposez qui est intitulée « Liaison, déliaison », note autour d'une lecture poétique de la poétique de la relation au Brésil d'aujourd'hui. Je vous passe la parole. C'est bon, là? Vous m'entendez? Oui? Bon, je tiens à remercier sincèrement Sylvie Glissant de m'avoir invité à être ici aujourd'hui, en sachant que je ne parlerai pas comme spécialiste de l'œuvre d'Édouard Glissant, mais comme chercheuse sud-américaine, brésilienne, pour qui la rencontre avec la pensée des Glissant il y a plusieurs années, et plus récemment avec ses cahiers et ses carnets de notes à la BNF, m'est conduit à penser aujourd'hui l'effondrement de l'imagination politique au Brésil. Je tiens aussi à remercier très profondément mon ami Jacques Lenhardt, avec qui je travaille et échange depuis longtemps, lui qui, dans les cadres de cet événement, a tissé les premiers liens de ma rencontre avec Sylvie. Mes remerciements également à Loïc Serry pour cette invitation et les débuts de notre collaboration dans les cadres à venir entre le Brésil, la PUC Rio et l'Institut du Tout-Monde. Certainement, la pensée d'Édouard Glissant, dans ces moments qui percent le cœur du Brésil, mais qui, sur certains aspects, on le sait, est un moment mondial, apporte plusieurs revendications qu'il faut essayer d'écouter et de réécouter en les maniant, en les gommant aussi, dans le sens où cela nous permettra d'entendre différemment la façon dont autant la pensée, l'imagination que les corps, y compris les corps des institutions aujourd'hui, se laissent rompre par des oppositions et des rapports de force qu'on a cru avoir jusqu'ici déjà dépassés. Un certain nombre de ces revendications se présenteront dans ces textes, d'autres vivront ici comme un défi à garder à l'horizon. Le noyau central de cette présentation passe par les interrogations qui visent à activer les puissances de l'imagination politique et même d'une imagination politique du pouvoir, en prenant en compte les défis que la relation provoque vis-à-vis des tissus sociaux rompus et corrompus dans nos vies actuelles. La question qui reste pour moi des gestes de déplacement opérés par Glissant, je la poserai ici de façon insistante. Elle reviendra donc parmi toutes mes notes. Comment pourrait-on penser la relation en sachant que la force de la déliaison est à la base de l'organisation de nos vies contemporaines? Comment penser si les tissus même de l'être démocratique ne se trouvent plus sur les refoulements du désir et de ses affections qui permettaient l'exercice de la démocratie elle-même? Ce texte a été voulu aussi comme un exercice d'imagination politique, plein d'espaces vides à revisiter et à suivre. Il s'est organisé autour de 3 différentes et brèves notes de lecture imaginative. Première note, comment peut-on vivre au Brésil d'aujourd'hui? Deuxième note, haine politique et haine de la politique. Troisième note, depuis les frontières à tous les bords possibles. Donc, première note. Le Brésil est depuis longtemps vu comme un pays cordial. Il faut souligner que cette notion, qui trouve son origine dans l'interprétation menée par Serge Buarque d'Holanda en 1936,
indiquait déjà que la cordialité liait d'une part une appropriation privée du public, un public battu par les structures patriarcales et coronélistes de ces institutions. Les coronels, mot intraduisible en français, étant les grands propriétaires terriens. Avec d'autre part l'être cordial, qui traduit les structures subjectives d'un homme, l'homme cordial, basé sur des affections extrêmes, de l'amour à la haine, de la joie à la rage ou à la mélancolie, l'homme qui donc s'est laissé prendre par l'absence de ses moyens qui pouvaient interposer des limites entre ses émotions et la société, effet des miroirs de l'image de l'être politique cordial, joué par les manques des limites entre les publics et les privés. Sans entrer dans la discussion intrinsèque à la construction de cette notion, on devrait au moins dire que l'absence, le dépassement de toutes les limites psychiques, nationales, politiques et subjectives de l'homme cordial, que je décide de traduire aujourd'hui par l'homme sans limite, serait actuellement à la base de tout individu qui trouve sa réussite dans l'avancée du système néolibéral. Le Brésil lui-même se trouve en ce moment en train de basculer son tissu cordial en se fixant dans un de ses extrêmes émotionnels, la haine, qui devient un des dispositifs politiques les plus importants de ces nouveaux gouvernements. Pour essayer de comprendre cette scène, il faut d'abord souligner que l'affection de la haine, si on perce les frontières du Brésil, est elle-même à la base de l'idée de la réussite de l'homme sans limite dans nos sociétés contemporaines. En premier lieu, je dirais que l'idée de l'homme cordial a placé l'affection au centre de l'être politique. En conséquence, au centre de notre imagination de ce que c'est le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Une affectivité elle-même traversée par un fonctionnement qui circule par les polarités extrêmes, sans trouver des limites entre les affections éprouvées. À remarquer donc que la haine configurait déjà l'être politique du Brésil des années 30. Ce n'est pas par hasard qu'on passe dans les mêmes gouvernements de Getúlio Vargas, d'un populisme démocrate, les présidents bienveillants du peuple, à une dictature d'État. À la même époque, Buarque de Holanda écrit ses thèses sur l'homme cordial. Une deuxième nuance à apporter, c'est qu'un autre phénomène de haine, plus récent, date de l'apparition des voix jusqu'alors pas entendues. Je veux parler des diverses voix du peuple noir de ces pays. Cette émergence configure ce que je voudrais nommer, inspiré par Glissant, une haine politique ou une haine excentrée d'elle-même. Cette haine ne peut pas être comprise au cœur du phénomène qui s'institue aujourd'hui au centre du pouvoir, puisque ces dernières dessinent une haine de la politique qui devient les dispositifs politiques par excellence du gouvernement de Bolsonaro, avec une incitation aux violences directes, comme si faire de la politique était de régler avec de ses propres mains l'indésirable dans la société. C'est une haine qui fige l'affection et son usage. Ces dispositifs se présentent tout en figeant la haine, comme s'il ne s'agissait que d'une haine de la politique, et comme si cette haine de la politique masquait elle-même la haine comme désir d'extermination qui traverse son exercice du pouvoir. Pour l'instant, on remarquera que cette première configuration de la haine, placée au cœur de l'homme cordial, n'était pas pour autant figée. Elle participait à la constitution de circuits divers d'affection politique. Une deuxième configuration de la haine, que j'ai nommée donc avec Glissant excentrée d'elle-même, haine véritablement politique, malgré les désirs d'un certain nombre d'intellectuels qui veulent assigner à son origine toute une détestation de la politique liée à l'élection de Bolsonaro, ne peut en rien, à mon avis, se confondre avec cela. Malgré le fait qu'elle participe aux crises des modèles de représentation politique en s'organisant par l'émergence des voix diverses et minoritaires, ainsi que par la prise de parole directe, apparemment sans la médiation des partis politiques, mais aussi parfois en interdisant la convivialité et la prise de parole des Blancs, elle ne peut pas, comme certains d'entre nous le voudraient, être à l'origine de la haine de la politique. Je dirais au contraire que cette haine excentrée d'elle-même est l'affection politique la plus importante de nos jours.
Il suffit de voir l'augmentation des candidatures des femmes noires au Brésil, ainsi que l'emblématique assassinat de la députée Marielle Franco. Cette haine excentrée est une des affections politiques aussi les plus difficiles à entendre et à comprendre de nos jours, puisqu'elle met l'accent sur les conflits les plus profonds de notre société. C'est précisément là que je soutiens que l'effort de nuancer ces phénomènes ne serait qu'un début de travail dans cette ouverture d'un espace pour une nouvelle écoute de différentes affections politiques. Vous voyez qu'il s'agit donc dans cette opération de nuancer les affections d'une volonté de ressignifier la haine. Deuxième note, haine politique et haine excentrée d'elle-même et politique de la haine. La haine politique qui ressurgit au Brésil est due aux profonds changements menés dans les champs du savoir, eux-mêmes nés des transformations des universités provoquées par les quotas raciaux instaurés par les gouvernements du Parti des travailleurs. Cela a généré plusieurs actions créatrices, parmi lesquelles je soulignerai la prise des paroles des femmes noires, l'anthropologie revue par les Indiens en thèse à l'université, la revendication d'une nouvelle bibliographie ainsi que des nouvelles didactiques des savoirs à travers les différentes cultures de matrice africaine qui sont finalement rentrées dans les débats universitaires. Mais aussi la configuration des nouvelles dictions poétiques des femmes noires dans un univers littéraire toujours blanc. Il est important de noter que les affections qui surgissent au milieu de ces nouveaux acteurs sociaux, affections qui circulent entre eux-mêmes, mais aussi entre ces nouveaux acteurs et ceux qui, comme moi, étaient déjà plus ou moins installés dans les structures, même fragiles, de nos institutions, et pourtant, en portant avec elles depuis toujours une certaine autorisation à circuler et à habiter les espaces multiples de cette société, vont mettre en tension les masques et l'idée d'une riche plasticité métissée, menaçant la vie même de notre convivialité et de la joie du peuple. Des affections jusqu'ici pas reconnues se présentent. La violence du racisme est au cœur de ces débats menés par les Noirs au Brésil. Pourtant, ces affections ne se configurent pas comme une haine remplie d'elle-même, comme une haine basée sur les désirs d'exterminer l'autre, les blancs ennemis à tuer. Je dirais plutôt qu'elle ouvre à la quête, je cite, de la relation en évitant les pièges toujours confortables de la généralisation. Je cite encore glissant, cette violence anti-violence n'est pas néant, mais ouverture et création. La singularité dans ces cas-là réside sur le fait que toutes nos généralisations au Brésil sont basées sur l'imagination d'une racine émotive commune de laquelle il va falloir que toute la société se déplace pour qu'un autre mode de relations entre blancs et noirs, indiens vienne se construire. Les métissages et la cordialité sont devenus des masques contre nos grandes blessures qui maintenant se réouvrent, un type de synonyme d'une joie conviviale, comme si la violence ne faisait jamais part de ces enjeux-là. Bien sûr qu'en effet des durcissements, après ces dévoilements menés surtout par les peuples noirs du Brésil, nourrit les champs relationnels ainsi que les affections politiques d'aujourd'hui. Néanmoins, l'espace des revendications de cette haine politique, de cette poétique de tous ces écarts, comme disait Glissant, exige d'une part la remise en question du paradoxe de la relation, exige d'avoir rapproché au plus près les spécificités communautaires comme résistance aux agglomérats indifférenciés, je cite encore, où sont figurés l'imaginaire du métissage et de la cordialité. D'autre part, menacé profondément par l'élection de Bolsonaro, dans un pays désormais partagé entre les désirs d'extirper ces autres et la turbulence de l'autre de la pensée, je cite encore glissant, nous nous trouvons confrontés à la nécessité pas seulement de séparer et nuancer ces affections de haine, mais aussi de comprendre comment vit cette haine de la politique. Je n'ai ici ni le temps ni l'ambition d'analyser la sociologie des votants de Bolsonaro. Je me permets de suivre la maquette des affections politiques en remarquant comment l'alliance entre une institution religieuse, l'Église universelle du royaume de Dieu, est une croyance spécifique, la parole évangéliste, s'élie désormais aux enjeux et désirs néolibéraux et crée ensemble un dispositif politique de la haine ainsi qu'une haine généralisée comme plateforme de réussite sociale liée à l'élection de Bolsonaro.
D'un côté, la parole évangéliste, dans sa proximité avec les paroles religieuses des traditions occidentales, lie ses croyants à une morale des outra-corrections des conduites. On pourrait donc dire que l'effet politique de cette morale serait facilement identifié à un discours anticorruption et à une vision ultra-conservatrice de la société. Voici deux importantes couches votantes de Bolsonaro. D'un autre côté, la religion évangéliste déplace d'une façon vertigineuse tout ce qui jusqu'ici liait cette correction morale à une certaine résistance et même, dans certains cas, à une culpabilité de réussir à n'importe quel prix dans nos sociétés. L'effet politique de ces dérefoulements est de l'ordre d'une absence de limites vis-à-vis de ces désirs de réussite, bref, les désirs de gagner de l'argent n'importe comment. Cette alliance désormais placée dans notre contexte post-capitaliste montre comment ces deux paradigmes sont en eux-mêmes contradictoires, puisque dans notre société, l'accumulation des richesses et l'investissement exclusif sur les désirs de gagner de l'argent comme prémisse ébranlent les paradigmes d'une correction morale et même d'une conduite contraire à la corruption. Mais aussi, et ceci est très important à retenir, cette absence de la culpabilité au cœur d'une emprise religieuse libère dans le fonctionnement des systèmes post-capitalistes une grande plasticité, autant vis-à-vis du marché du travail que des affections et des conduites subjectives où la haine ne serait ni absente ni interdite. Troisième note, depuis les frontières à tous les bords possibles. La démesure poétique dont parle Glissant dans les discours antillais se rapproche de cette langue corps où parlent les affections, faisant appel au phénomène des immédiatetés qui pendant des années ont été lus comme une marque d'un manque de civilisation, trace barbare des corps, soit comme mode folklorique des manifestations populaires. Néanmoins, cette culture de l'immédiateté n'appartient aujourd'hui plus exclusivement aux revendications d'une résistance, d'une antipolitique ou même d'une anti-violence. Cette culture de l'immédiat est aussi au centre de tous les investissements économiques et subjectifs dans nos sociétés. Dans ce qui concerne notre sujet ici, elle trouve son incidence sur les nouveaux modes du syncrétisme religieux dans les cultes menés par un certain nombre d'églises évangélistes au Brésil. Par syncrétisme, je vais dire ici précisément la façon dont l'Église évangéliste met en scène les forces du corps, leurs affections, leurs performances et leurs voix en les maniant d'une façon très ambiguë. D'une part, en reconnaissant l'importance que cette langue corps a pour les religions des matrices africaines au Brésil, et d'autre part, en exigeant de ces corps une expurgation morale et un partage entre Dieu et démons très éloigné de cette matrice. Penser ces modèles politiques religieux du corps et ces affections en termes d'un retour à l'obscurantisme me paraissent, dans ces cas, insuffisants. La question et les défis seraient d'identifier et d'approfondir les liaisons entre les rapports politiques et les tentacules religieux. Par ailleurs, comme réponse à cette véritable emprise politico-religieuse, il va falloir nourrir d'elles-mêmes toutes ces cultures aujourd'hui en conflit les unes contre les autres, qui d'un bout à l'autre de mon pays parlent cette langue corps. Nourrir une culture des moyens, je cite Glissant, de se nommer soi-même et d'écrire les mondes. Comme a dit Glissant, en sachant que dans ces premiers moments, l'écriture porterait la haine et même parfois l'impossibilité de reconstruction d'un autre mode de relation. Sans ces processus d'autonomisation, déjà en cours mais menacés par le Bolsonaro, on ne trouvera pas une sortie vers le possible. Il faut savoir que recomposer l'histoire d'un peuple arraché de son histoire, ainsi que recomposer notre absence des mémoires, ne sera jamais se retrouver sur les mêmes calendriers ni sur la même linéarité du langage occidental. Les corps y feront toujours là éruption, comme la terre sur les territoires contrôlés de nos pays. La façon dont une poétique de la démesure fait s'insurger, même en douleur, les corps des terres serait, à mon avis, au centre d'une nouvelle réflexion à développer sur la question du territoire au Brésil.
Par contre, je finis avec cette hypothèse. Il me paraît urgent de déplacer dans les cas du Brésil, et déplacer, ce n'est pas nier, mais tout en s'inspirant, chercher la singularité d'un autre territoire, l'idée qu'une pensée excentrée, je cite Glissant, contribue à constituer toutes les périphéries en centre et les centres en périphérie d'autre chose. Mais tout aussi urgente à déplacer est cette idée qu'une pensée qui se livre à l'ouverture des frontières dans les cas d'Afrique, pensée par Bembe, et à la circulation de sa population, constitue l'issue dans les cas du Brésil. Je dirais, en pensant aux forces qui ont exproprié les terres autochtones, qui ont arraché des vies sous les juges de l'esclavage, qu'aujourd'hui s'autorisent autant la négation de cette histoire que les désirs de finir l'extermination de ces peuples, que la question centrale dans ces pays continentaux qu'est le Brésil serait de promouvoir dans toutes les différentes initiatives artistiques, académiques, économiques, politiques, etc., une plus grande épaisseur des bords. Les frontières, à mon avis, ne seront ni déplacées, ni renversées, non plus ouvertes. La sortie, pour qu'elle ne soit pas exclusivement dans les mains des monopoles économiques, nécropolitiques, médiatiques ou religieux, serait finalement d'investir dans les consistances des zones de bord. Dans chaque situation, il faut tracer la cartographie pour identifier les bords, soit dans un système littéraire, soit dans la constitution subjective d'un symptôme majeur, soit dans la tracée d'une ville. Bref, les bords ne sont plus aujourd'hui ni la frontière figée d'un pays, ni d'une identité. Ils ne sont plus les espaces hétérotopiques d'autrefois. Des bords, on en a plusieurs, et ils sont déjà là et partout. Donner de l'épaisseur aux bords serait peut-être une façon de faire corps, de faire face à l'emprise destructrice de cette haine de la politique qui s'est formée au Brésil. Haine de la politique liée à une politique qui, pour plusieurs raisons, a oublié de toucher ceux que, temporairement ou plus définitivement, ne sont ni d'un côté ni de l'autre de nos systèmes de vie contemporaines. J'ouvre ici une note. Après 100 jours du gouvernement Bolsonaro, on sait déjà qu'il a commencé à perdre l'appui d'un certain nombre de ses votants, surtout ceux appartenant aux couches économiques les plus pauvres et particulièrement parmi eux les femmes évangéliques. Il y a toujours une couche d'électeurs qui se maintient, pour laquelle il gouverne. Elle représente entre 30 et 40% de ses votants et est constituée de façon presque exclusive par des votants du sexe masculin qui gagnent environ 5 fois le salaire minimum du Brésil. Classe moyenne basse, non représentée dans tous les derniers enjeux politiques. Animés par une haine sans précédent, ils sont pourtant et aussi sur les bords. Et nos bords, comme la peau, sont assez fragiles et vulnérables. En tout cas, accepter nos bords et investir dans leur consistance, c'est aussi prendre en charge, en reconnaissance, dans un espace de vie, les affections précaires, haine incluse, qui les habitent et nous habitent. Comme disait Fanon, nous ne poussons pas la naïveté jusqu'à croire que les appels à la raison ou au respect de l'homme puissent changer les réels. Merci. Écoutez, merci infiniment pour ce pont que vous avez réussi à bâtir entre la situation présente du Brésil et un aperçu, un appui sur certaines conceptions, parfois les plus subtiles de Glissant. Nous allons revenir tout à l'heure sur le débat que peut susciter votre intervention. Encore merci, pour cela. Je vais donc passer la parole maintenant à M. Serge Palin, sans oublier de vous le présenter. Serge Palin participe depuis quelques années à certaines des activités de l'Institut du Tout-Monde. Serge Palin est anthropologue et conférencier au musée du Quai Branly notamment, par lequel il est également chargé de la formation enseignant et de la création des visites comme celle de l'hommage à Claude Lévi-Strauss ou de la mission Dakar-Djibouti.
aux histoires de l'anthropologie. Il fait de fréquentes interventions sur les arts premiers, sur l'anthropologie et plus spécifiquement sur les liens entre l'anthropologie et la psychanalyse, lors de conférences pour l'Institut de psychanalyse, la Société psychanalytique de Paris, et lors des colloques organisés à Montpellier par le groupe méditerranéen et la Société de psychanalyse de Paris. Ses dernières publications en anthropologie sont, à l'été 2012, Les couples dépossédés, s'unir et procréer au nom du groupe, hors série Le couple du journal des psychologues en juillet-août 2012. En avril 2012, Philippe Descola et les fondements inconscients de l'animisme, une nouvelle perspective de l'inconscient, ouvrage collectif. Il a en outre écrit Totem et tabou, Freud, anthropologue, dans le cabinet des curiosités du docteur Freud de Pierre Lambeille, paru aux éditions Scali en 2006. Je vais donc, Serge Palin, vous passer la parole pour votre contribution, qui s'intitule aujourd'hui « Le discours antillais, le regard de l'autre ». Oui, le regard de l'autre, ou bien ce qu'il en est du passage du même au divers dans les sciences humaines, telles que la psychanalyse et l'ethnologie. Le développement 59 du discours antillais aborde l'attitude psychanalytique à partir de la tentative d'analyse d'un Martiniquais réalisée par Maud Manoni, dont elle rend compte dans Le psychiatre, son fou et la psychanalyse. Quant aux problèmes posés par la relation dans le cadre ethnographique, ils sont abordés dans un texte de Glissant tiré de l'intention poétique et qui est consacré à Michel Léris. Psychanalyse et ethnographie ont en effet en commun d'installer d'emblée une relation asymétrique, où l'un des deux relatés subit la relation. Dans les sciences humaines aussi opère ce que Glissant appelle l'effrayant pouvoir d'aliénation et de domination mis en œuvre par les pays riches. Dans le texte intitulé « Le regard de l'autre », Glissant s'intéresse d'emblée à la qualité de la relation analytique, telle qu'instaurée entre Maud Manoni et son patient, un Martiniquais paranoïaque, Georges Payotte. On entre d'emblée dans l'évaluation méthodologique à partir de 3 points critiques. Tout d'abord, l'analyste ne veut pas voir le pays martiniquais. Très abondant dans les premières séances, Glissant remarque que les renseignements tarissent au fur et à mesure, comme si le patient, dit-il, désespérait de se faire entendre en tant que Martiniquais. Cela pointe l'habitude de la psychanalyse de traiter le mythe personnel comme un système qui peut parfaitement se passer d'un lieu. On a ici l'écho de Jean-Pierre Vernant, qui trouvait à redire à ce que la psychanalyse puisse s'emparer d'Édipe, sans par exemple tenir compte du fait que ce mythe particulier s'intègre dans le cycle thébain. Sur le plan personnel de l'inconscient, comme dans le cadre plus général de son élaboration théorique, la psychanalyse a tendance à négliger l'indispensable effet de sol, comme si elle traitait d'un mythe hors sol. Deuxième réticence que pointe Glissant, c'est le fait que Georges Payotte aspire à ce qu'on détermine son nom, qu'on le détermine scientifiquement. Mais alors que la psychanalyste y voit un accès impossible à une vérité symbolique, qui serait consécutive au déficit de la présence paternelle, Glissant repère d'emblée la hantise de l'enracinement nominal qui s'ensuit de la traite et de l'esclavage. Troisième limite de la relation analytique aux yeux de Glissant, c'est lorsque Georges Payotte assure « Après la jouissance, j'ai perdu ma beauté, j'ai perdu mon nez négroïde ». La psychanalyste y reconnaît la crainte de castration, alors que Glissant en fait le signe d'une passion de la négritude impossible, dont le fantasme se réalise pour Payotte, soit dans le Mongol, c'est-à-dire une référence à une puissance venue d'ailleurs, soit dans le chef Caraïbe, dont le prestige anthropophage situe la puissance, cette fois, dans une antériorité à la traite. Pour Glissant, le Martiniquais Georges Payotte est, au niveau individuel, le produit de ce qui arrive à son pays, c'est-à-dire l'absence de densité économique, ainsi qu'à son peuple, c'est-à-dire l'absence d'un projet collectif. Cela se répercute en lui comme, je cite, incertitude sur son propre pouvoir, peur d'être seul, peur de l'avenir, besoin d'un tuteur, irresponsabilité technique, etc. Ce n'est pas que l'analyste ne voit pas que son patient est martiniquais. Plus exactement, il ne le voit pas en tant que martiniquais.
En clair, Maud Manoni rate la spécificité de son identité, alors même que la demande du patient est justement identitaire, à la fois du point de vue du colonisé assimilé, mais aussi du point de vue de son expérience liée à la guerre d'Algérie, où justement des colonisés se montrent déterminés à obtenir leur indépendance. C'est bien Glissant qui s'applique à pister un moment où un Martiniquais, de manière pathétique et pathologique, se dévoile et où on ne le voit pas. Il est comme lu d'avance. Il n'est entendu de l'autre que ce qui peut entrer dans le cadre défini par la théorie. Pourquoi l'identité martiniquaise du patient n'est-elle pas accueillie? Le diagnostic de Glissant hésite entre la volonté de ne pas aborder un terrain que le psychanalyste estime devoir respecter et la volonté, et cette autre volonté qui consiste à penser pouvoir comprendre ce particulier dans les exégèses plus générales, celles d'ores et déjà prévues par le cadre théorique de l'analyse. Soit l'analyste renonce à pouvoir explorer l'inaperçu, soit il pense pouvoir le dépasser. C'est-à-dire que la relation analytique espérée échoue devant une assimilation. Dans l'assimilation qu'elle produit au niveau du patient, l'analyse, bien sûr, reproduit l'aliénation collective à l'assimilation culturelle qui fait de la Martinique un type de société, comme l'appelle Glissant, coincée. S'il est resté un inaperçu, il réside dans la spécificité du divers, faisant échec à la relation, au point que l'analyse se révèle impossible. Si la relation qui se noue entre le psychiatre et son patient martiniquais est entravée et asymétrique, ce n'est pas seulement du fait de la relation particulière qui lie l'analyste à l'analysant. Ça n'est pas même le fait que l'analyste blanc soit lié à un patient noir qui reproduirait, en somme, à eux deux, la relation coloniale. Mais parce que tous les renseignements sont portés, dit Glissant, au compte d'un schéma universalisant. Ainsi, l'analyste réduit systématiquement celui qui aspire à être son patient et ainsi s'installe dans ce rôle de réducteur, de rétrécisseur, de shrink, comme on l'appelle plaisamment aux États-Unis. Glissant par rapport à ça invite à une pratique analytique particulière à élargir le cadre théorique pour intégrer les données socio-historiques de l'esclavage. Il ne s'agit pas d'un rejet de la psychanalyse, mais de l'urgence à concevoir un inconscient déterminé par d'autres facteurs que ceux initialement prévus par la théorie analytique. L'esclavage ne peut qu'être déterminant pour l'inconscient de ce Martiniquais, d'autant plus déterminant que la mémoire de cet esclavage a été refoulée, ce que Glissant appelle le refoulé historique. Tout incline à penser que cette psychanalyse, qui en reste à une réduction par universalisation, trahit une réelle difficulté à passer du même au divers de la relation. C'est ce que dit à sa manière Georges Payotte. « Est-ce que vous m'entendez, petite connasse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu ?» J'ignore si ça fait échec à l'analyse, car on ne peut nier qu'il y a eu transfert, même s'il est très négatif. Certains psychanalystes n'y auraient peut-être pas vu un obstacle à pousser l'analyse plus avant. Moi, ce que j'entends, ce qui résonne particulièrement, c'est le fait de cette injonction adressée à l'analyste de s'ouvrir à la diversité de son patient et à l'analyse, de s'attacher à une refondation épistémologique. Voyons si cette autre science humaine que Glissant appelle l'ethnographie opère ce passage avec plus de succès. Il est à souligner d'ailleurs que Glissant retienne le terme d'ethnographie, c'est-à-dire ce premier temps de la rencontre, celui qui enregistre les observations, sans en proposer la théorie qui oriente la discipline vers ce qu'on appelle généralement l'ethnologie. L'ethnographie aussi est une discipline du même. Elle opère à sens unique. Elle se donne d'emblée comme une discipline surplombante, installée par la position scientifique, mais aussi relayée par la relation coloniale, parfois même raciste, établissant là encore une relation profondément asymétrique. Léris lui-même, glissantien avant la lettre, le formule très nettement. L'observation détachée ne saurait à elle seule amener le contact. La défiance de Glissant à l'égard de l'ethnographie est bien sûr comparable
à celle qu'il nourrit envers une certaine psychanalyse. Il ne peut tolérer son unilatéralisme. Le seul fait qu'elle se définisse comme une science exige d'elle, dit-il, une certaine part d'inhumanité. La refonte épistémologique que Glissant attend de l'ethnographie apparaît dans l'étrange note finale de ce texte de l'intention poétique, placée entre parenthèses. Je cite, « Nous haïssons l'ethnographie chaque fois qu'elle ne fertilise pas le vœu dramatique de la relation. » Le danger surgit d'une impossible rencontre de la diversité du fait même du cadre disciplinaire. Ce n'est pas que l'ethnographie sèvre l'autre du contentement d'équivaloir, mais, dit Glissant, qu'elle offusque et saccage la richesse de tout rapport. Autrement dit, qu'elle entrave la relation. Précisément, la chance de Léris, c'est cette gêne de la distanciation. Dès lors, ce sera précisément la trajectoire de Michel Léris que de basculer de l'examen nécessaire et partiel des civilisations primitives, entre guillemets, ce qui correspond au projet de l'Afrique fantôme qui date de 1934, à l'étude complexe des rapports entre civilisations tels qu'ils s'exercent à l'heure actuelle dans diverses régions du monde. Ce sera le fait de contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe qui datent de 1955. Il faut en somme incliner la pratique de l'ethnographie dans le sens de cette étude des contacts réels. Michel Léris le déclare dès 1950. Il n'y a pas d'ethnographie qui tienne dans la gravité des questions posées par l'aménagement du monde moderne. Dès lors, on assiste au passage d'une ethnographie fixée à l'objet d'une réalité culturelle considérée séparément à une autre ethnographie qui se penche sur la relation, laquelle se noue dans la différence culturelle. Autrement dit, d'une discipline qui se détourne du même pour s'ouvrir au divers. La plupart des manifestations de l'aménagement du monde moderne auprès des cultures traditionnelles se traduit par des heurts. Je reprends le terme de Glissant. Cette ethnographie des heurts est celle qui prévaut la plupart du temps aujourd'hui. Par exemple, on n'étudie plus les nuaires du Soudan, comme le faisait Evans Pritchard, de façon récapitulative. On va plutôt plus volontiers s'intéresser aux conséquences désorganisatrices et éventuellement réorganisatrices qu'impose aux nuaires l'introduction dans leur vie quotidienne de la Kalachnikov. L'ethnographie devient donc l'étude d'un contact, mais de la manière dont les cultures traditionnelles se transforment dans la mondialisation. Dans le meilleur des cas, ces contacts pourront conduire à une symbiose culturelle, je cite encore, et l'observation de l'ethnographe peut alors se porter ici sur des contacts, des synthèses, des heurts peut-être aussi, mais surtout des harmonies de culture. C'est cette étude complexe des rapports entre civilisations que réalisent concrètement les contacts de civilisation de Michel Léris. Les Antilles offrent un exemple privilégié de symbiose culturelle et plus largement les Amériques, plus qu'aucun autre continent capable de ces synthèses culturelles. Léris est convaincu que cette complexité évolue vers une harmonie et qu'elle évolue sous les yeux de l'observateur. L'ethnographie dans les Antilles engage dans le présent un avenir vers l'avènement d'une véritable civilisation composite, donc tout à fait orientée vers le futur. En somme, c'est un cas ici de créolisation. La rencontre du divers se produit, si j'ose dire, sur le terrain, avant même que l'ethnographe intervienne. Et lorsque l'ethnographe intervient, il se fait alors le témoin des transformations culturelles, parfois même de la création d'une culture tierce, qui matérialise le succès de la relation. Mais ici, Glissant introduit un bémol dans son texte louangeur sur Michel Léris. Je le cite. « Un Antillais engagé dans la problématique nationale, écrit-il, reprocherait peut-être à ce livre de Léris de ne pas y définir des constantes. Pourtant, il dédouane Michel Léris tout de suite. Ce n'est pas son rôle. C'est le travail des Antillais que d'opérer cette ressaisie, ce dégagement des constantes. Et franchement, c'est précisément ce que réalise le discours antillais.
Ce n'est pas le rôle de l'ethnographe que de dégager les Antillais des profondeurs de l'aliénation, ajoute Glissant. Ce à quoi Léris fait parfaitement écho. Je cite, « L'adaptation des peuples aux conditions du monde moderne ne saurait être le fait que de ces peuples eux-mêmes. » C'est ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Travail, cette fois collectif, qui est ouvertement politique. Soyons donc plus précis. Je cite à nouveau. « La méfiance ne provient pas du déplaisir d'être regardé, dit Glissant, mais de l'obscur ressentiment de ne pas voir à notre tour. La relation appelle le regard de l'autre, à côté cette fois-ci de l'ethnographe. » Il est certain que Michel Léris anticipe sur l'ethnographie de la relation que Glissant appelle de ses voeux. Mais est-ce tout? Je ne crois pas. Léris anticipe encore Glissant lorsqu'il aspire à élargir jusqu'à une mesure vraiment humaine son horizon. Cette fois-ci, on passe de la distanciation à la solidarité. C'est alors, dit Glissant, que se réalise l'humanisme de Michel Léris dans ce double effort vers le monde des autres et l'avenir commun. Cela résonne très fortement avec la conviction de Glissant. Le mouvement historique conduit tous les peuples, mais à travers combien d'embûches mortelles, vers une fraternité universelle des diverses civilisations. L'ethnographie est ainsi placée dans le rayonnement d'un devenir. Il y a là un optimisme souverain que l'histoire restante nous porterait à assombrir. Cet optimisme se retrouve dans une moindre mesure chez Michel Léris, alors qu'il s'épanouit essentiellement dans le projet de Glissant lui-même. C'est alors que surgit le tout-monde, dans ce rapport particulier, le monde enfin vivant, souffert, partagé. Ce qui se met en place ne regarde plus une méthodologie ethnographique, c'est une aspiration, un projet, une disposition de nature essentiellement anthropologique. S'il est en germe chez Michel Léris, il est évident que c'est Glissant qui le réalise. La thèse de Glissant, noyau du discours antillais, avait été rangée dans le domaine de l'anthropologie, ce qui est très juste. Mais le discours antillais est-il seul à porter le projet anthropologique de Glissant? Je crois qu'il suffit de rouvrir les tomes de la poétique, de rouvrir les romans, d'ouvrir les recueils de poésie qui resserrent infiniment la trame de la pensée. C'est l'œuvre tout entière de Glissant qui, à travers le prisme de genres multiples, s'impose comme une gigantesque entreprise anthropologique. En vérité, ce n'est que dans le tout-monde que peut s'épanouir aujourd'hui l'expérience de l'anthropologie. Merci. Merci infiniment, Serge Palin, pour ces approches très, très fines de ces textes, cette section 59 du discours antillais et ce texte sur les risques de l'intention poétique. Nous avons là deux communications particulièrement denses. Je suis convaincu que vous avez des questions, des interventions et des remarques à formuler à nos deux intervenants et je vous passe donc en priorité la parole. Boita, si on peut... Est-ce qu'il y a les micros chef? D'accord. Boita Malela a donc une question au fond. Là. Voilà. Merci beaucoup pour vos deux communications. Je souhaiterais poser une question à nos deux intervenants. D'abord, la première question s'adresse à Madame Anna Kiefer. Donc, vous êtes partie d'une analyse d'une certaine réalité sociale et politique au Brésil à partir d'un cadre conceptuel que vous avez puisé chez Glissant. J'ai une petite réserve ou une question sous forme de réserve. Je n'ai pas très bien saisi le sens de la démarche. Est-ce que vous êtes parti d'une analyse qui vous a permis ensuite de découvrir que la réalité, une certaine réalité pouvait être comprise à partir de Glissant? En ce cas-là, vous avez retrouvé quelques concepts de Glissant.
ou alors vous avez appliqué les concepts de glissant à une réalité. Et dans ce cas-là, comment dirais-je ça, il y a un problème de biais. Je termine juste ma question. Vous répondez, ça va? Et comment? Oui, pas ça marche pas. Ça va. Et ma question pour Serge Palin, c'est en fait sur le statut de votre discours. Comment vous vous situez par rapport à l'analyse, à la description que vous venez de faire de le discours de Glissant sur la critique de Glissant sur la psychanalyse et l'ethnographie. Quelle est votre position à vous sur cette critique-là? Merci pour la question. Non, je n'ai pas du tout appliqué les concepts des glissants, une analyse de ces enjeux politiques contemporains. Au contraire, je dirais que inspiré et provoqué par ce que les lectures que j'ai faites d'Édouard Glissant ouvrent en termes d'imagination politique, des fonctions poétiques au cerne et au cœur de fonctionnement politique, ça m'a permis de me déplacer entre une certaine base de concepts brésiliens, surtout celui de Serge Buarque de Holanda, qui est très mal compris au Brésil même, puisqu'on a pris l'idée des cordialités comme si cela effaçait le côté de violence que la cordialité elle porte. Donc, c'est qui m'a permis de partir de cette imagination politique provoquée par la catégorie des relations ainsi que d'autres, comme cri, démesure, poétique de la démesure. C'était pour me déplacer dans cet univers qui est ouvert pour moi entre la politique et les subjectivités contemporaines. Donc, c'était vraiment pas les désirs d'appliquer. Mais c'est vrai que c'est un texte, un fragment, hein, c'est un texte de notes. Donc, il n'a pas non plus voulu faire un chemin tout droit dans une direction précise. Il met en scène des atmosphères différentes pour essayer de comprendre et nuancer l'affection de la haine. Et ça, moi, je trouve c'est une discussion assez importante pour relire même la catégorie des relations d'Édouard Glissant de nos jours, d'aujourd'hui. Si je peux me permettre, avant de passer la parole à Serge Palin, à propos de la communication d'Anna Kiefer, ce que je trouve particulièrement fructueux et stimulant dans le point de vue que vous adoptez, ce n'est pas précisément d'adopter un point de vue comparatiste ou de plaquer les conceptions d'Édouard Glissant. Je dois dire que ce à quoi nous amène la pensée, et on va être amené à y réfléchir lors d'une séance consacrée à la Caraïbe, c'est l'importance, on en a un tout petit peu parlé ce matin, de la réflexion sur la Caraïbe et sur les Amériques chez Édouard Glissant. Il faut reconnaître que, et il y fait parfois allusion, pas spécifiquement dans le discours antillais, mais je pense aux derniers essais. Le Brésil, dans cette géographie, je dirais même imaginaire des Amériques, n'est pas, je veux dire, occupe une place tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'on peut vouer au Brésil un imaginaire de la relation lié à sa formation historique. Et il est vrai que c'est beaucoup alloué à un pays et à une évolution historique donnée, des schèmes d'une certaine façon imaginaire. Donc, ce que j'ai trouvé de très stimulant dans votre propos, c'est lorsque vous avez parlé de la conception chez Édouard Glissant du centre et de la périphérie. Il faut dire que lorsqu'il réfléchit dans le discours antillais au centre et à la périphérie, bien entendu, il parle de la position des Antilles par rapport aux colonies d'origine. Et évidemment, par rapport à ce qui n'a cessé de le motiver dès le soleil de la conscience, c'est-à-dire le lien Martinique-Paris, tout particulièrement, Martinique-Paris. Mais là, vous arrivez finalement à insuffler à cette théorie du centre et de la périphérie une réflexion qui ramène à la réalité actuelle finalement du Brésil. Et vous avez dit également cela du point de vue de la frontière. La question de la frontière nous amène à repenser ce qui peut advenir dans un pays comme celui-là lorsqu'il est
voués à des passions politiques qui ne sont absolument plus contrôlées. Et moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas, en vous écoutant à propos de Bouarké d'Holanda et cette idée de l'homme cordial, tout particulièrement, qui accorde l'affectivité au centre des passions politiques, d'une certaine façon. Et je dois dire que là, peut-être que nous avons un exemple, non pas d'un commentaire stricto sensu sur ce que serait plaquer les conceptions de Glissant à une situation, mais se servir des schèmes d'Édouard Glissant dans le discours antillais pour comprendre le monde aujourd'hui. Et je suis convaincu que ce livre, nous allons le décliner lors de ces 4 journées, permet, en sa spécificité même, de lire les réalités actuelles. Et c'est ce à quoi vous avez contribué. C'était un petit peu pour donner un complément à cette réponse. Alors, je passe la parole à Jacques Lénart par rapport à... Je vais parler, mais je reviendrai à ce qu'a dit Palin, mais juste dans cette suite, je crois que ce qui avait de très intéressant dans l'intervention de Anna Kiefer, c'est justement de reprendre, à partir d'un matériau anthropologique différent, à partir de situations politiques spécifiques qui deviennent extrêmement aiguës aujourd'hui, la question des effets de ce fameux détour chez Glissant. Comment est-ce que, et ça c'est un thème de réflexion à ouvrir, mais comment est-ce que la religion est une des formes du détour aujourd'hui, y compris chez les votants de Bolsonaro? Comment la question, même chez Sergio Bouarque de Holanda, de la cordialité est une manière de détourner la situation à laquelle sont. Donc là, je trouve, c'était juste pour prendre la suite de ce que disait Cyril, qui me paraît tout à fait juste. Et je dirais quelque chose maintenant par rapport à l'intervention de Palin. Il y a dans le texte de Glissant sur Michel Leiris, il rappelle quelque chose d'important, c'est que ce sont les expériences faites dans la participation au rituel vaudou que quelque chose se déclenche. Quelque chose qui est une participation et qui amène chez Leiris des choses qui, cette fois, ne sont plus du tout du ressort de l'anthropologue ou de l'ethnologue ou de l'ethnographe. C'est l'enfant. Hein? Il dit, je retrouvais en moi l'enfant. Et donc, il est dépossédé, y compris de son savoir, mais c'est à partir de cette dépossession de son savoir qu'il peut comprendre quelque chose des modes de savoir de l'autre. Donc, je suis en plein accord avec ce que vous avez dit, mais je voulais le pointer sur cette question de redécouvrir en soi quelque chose qui était complètement occulté. Dans la fonction d'ethnologue, normalement, l'enfant n'est pas là. Or, il revient là, et c'est à ce moment-là que quelque chose se passe dans l'ordre du cognitif. Tout à fait. Ce que vous dites se vérifie justement par rapport au rituel vaudou, mais dès l'Afrique fantôme, bien plus tôt, c'est le passage, vous savez, où il est chez les Bamana, donc c'est en 1931, et ils sont en train avec Leiris, avec Griaule, de voler tous les fétiches. Et alors que Griaule le fait parce qu'il faut, en somme, renouveler les collections qui vont permettre d'ouvrir le musée de l'homme en 1937, c'est-à-dire sans état d'âme, Leiris fait des cauchemars, ça le frappe, etc. Et il se rend compte que finalement, le sacrilège qu'il est en train de commettre est en grande proximité avec le sacré. Sacré et sacrilège, l'étymologie nous le dit, c'est très proche. Et alors qu'en tant qu'occidental, il n'arriverait pas à entrer en phase justement avec la démesure de l'Afrique, c'est par rapport à contrario, si j'ose dire, qu'il arrive justement à entrer dans la démesure de l'Afrique par rapport au sacrilège. Voilà. Oui. Alors, comment je me situe par rapport à la critique de la psychanalyse ? Je ne suis pas psychanalyste, hein, donc même si j'ai très souvent été invité par des psychanalystes qui, justement, veulent renouveler la théorie psychanalytique. Donc, c'est bien pour ça qu'on faisait appel à un anthropologue. Donc, c'est quand même assez louable, et je pense que les psychanalystes avec qui je suis en relation ne sont plus véritablement dans la pratique telle que Madame Manoni pouvait la concevoir.
Et pour ce qui est de l'anthropologie, bien sûr que je partage la vue de Glissant. Je dirais que même Léris, si vous regardez un peu parmi les anthropologues, il n'a pas de très bonne presse, justement parce qu'il mélange les faits observés avec ses propres cauchemars. Mais c'est justement là qu'il est irremplaçable. Hein. Et donc je dirais que là, Glissant, de mon point de vue, on ne lui fait pas la place qu'il mérite dans des institutions telles que justement le musée du Quai Branly, où on reste toujours entre deux figures tutélaires, c'est-à-dire Kershach et Claude Lévi-Strauss. J'inviterai très fortement le musée, mais je pense que ce n'est pas moi qui dépend de ça, à ce qu'on donne à Glissant la place qu'il mérite dans cette institution. J'avais une question en fait à vous proposer, en partant finalement de tout ce que vous avez dit et qui nous est extrêmement utile pour la relecture de ce texte fondamental hein, de Glissant dans l'intention poétique, en le liant à celui sur Maud Manoni dans le discours antillais. Tout ce que vous avez dit, hein, en reprenant tout cela, à savoir qu'il s'agit pour Glissant finalement d'autonomiser ces disciplines, de ne pas en rester à la question de ce qu'il appelle les disciplines héritées, d'en faire véritablement des instruments actualisés et redéfinis selon certains schèmes particuliers, et qui ne sont pas des schèmes folkloriques, qui sont des schèmes véritablement du lieu. J'avais dit ce matin qu'il cherchait le lieu et la formule. Eh bien, dans son lien à ces disciplines-là, on le ressent aussi. Alors, en ajoutant ceci, que ce qu'il fait dans le texte sur l'Iris va conduire à finalement l'inversion du paradigme traditionnel de l'ethnologie, qui est finalement le retrait de soi-même dans le regard porté sur l'autre, en disant qu'il s'agit pour lui d'être l'ethnologue de soi-même. Et c'est finalement tout cela que vous avez vu dans votre propos. Alors, à partir de là, en revenant sur la question de la psychanalyse, j'avais une question à vous poser parce que finalement, c'est une question qui me taraude depuis longtemps, en rappelant l'épigraphe de Fanon du discours antillais. Quel lien, à partir de cette recherche de discipline qui soit resituée dans le lieu, quel lien vous pourriez dresser entre ce texte de Glissant sur l'Iris et la pratique qui a été celle de Frantz Fanon en matière de psychiatrie quand il est arrivé en Algérie et que d'une certaine manière, il a voulu refonder la psychiatrie telle qu'elle était menée dans les institutions occidentales à partir de l'aliénation culturelle héritée de l'ordre colonial. Est-ce que vous voyez une communauté entre les deux pratiques? On ne peut pas établir de lien particulier avec Fanon, parce que là, il faudrait vraiment que je retravaille tout ça. Par contre, donc je ne peux pas faire la passerelle que vous me demandez de faire comme ça, à brûle pour point. Il me semble que, par contre, là où vous parlez d'autonomisation des disciplines, ce que Glissant appellerait à faire, c'est plutôt d'entrer en résonance. Alors, absolument, entrer en résonance, je comprends. Simplement, quand j'avais parlé d'autonomisation, c'est autonomisation par rapport au modèle occidental. C'est pour ça que j'avais pensé à Fanon. Alors, je resterai sur cette hypothèse. Il me semble que la démarche de Fanon est la même quand il refonde les schèmes psychiatriques. Et on a publié, et il reste encore à publier les travaux psychiatriques de Fanon en particulier. Mais il semble que cette génération qu'on a dit post-coloniale et qui, en fait, a encore à se coltiner au colonialisme et aux effets du colonialisme, eh bien, cette génération veut refonder d'une certaine manière ces grandes disciplines occidentales et même donc l'exercice de la médecine, la médecine psychiatrique, par rapport aux dégâts créés par la colonisation. Et c'est tout le propos que vous avez rappelé à partir du Cap Ayotte, etc., et de la contestation de Glissant de la méthode de Maud Manoni, etc. Écoutez, sauf si nous avons d'autres questions à Serge Palin et Anna Kiefer, je pense que nous pouvons... Allez. Pour dire c'est ce que Bastide fait à l'époque, et précisément ce n'est pas un hasard s'il va lui-même trouver sa matière au Brésil. Absolument.
Absolument. Ce qui montre bien que la décontextualisation de la psychiatrie en territoire, que ce soit l'Algérie pour Fanon, que ce soit le Brésil pour Bastide, permet de repenser. Oui. Et alors, dans le sillage de ce que vous dites, j'en profite pour signaler le tribut fondamental du discours antillais et de Glissant en général par rapport aux Amériques noires de Roger Bastide. Parce que ce sont des choses qui restent encore à explorer. Je dois dire que lorsque l'on met les textes en présence, ces liens apparaissent très clairement. Surtout que Roger Bastide appartient à une génération d'anthropologues et de socio-anthropologues pour qui la littérature avait une importance singulière. Quand il parle de Césaire, quand il parle d'Alejo Carpentier, quand il parle de la nouvelle génération d'écrivains africains, on sent que là, pour lui, ce n'est pas une anecdote. Donc c'est un peu un cas particulier, Roger Bastide, par rapport à la littérature. Excusez-moi de rajouter un nom, mais Gilberto Freire, qui est une des sources de Bastide, lui-même se considérait lui-même à moitié comme un écrivain étant anthropologue, etc. Donc là, il y a toute une généalogie à chercher, y compris chez Price-Mars. Price-Mars, qui est médecin, qui comprend l'aliénation de la même manière que Fanon, sauf que c'est en 1927. Alors Gilberto Freire, c'est très particulier parce qu'en plus, Glissant a lu très attentivement ce qu'il a écrit sur l'esclavage, et on sent que dans le propos sur ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire le refoulé historique issu de la période esclavagiste, toutes les analyses de Gilberto Freire ont été assimilées, digérées, on dirait, et puis sont réinvesties comme ça. Price-Mars, c'est pareil. Il y a une constellation là qui est absolument fondamentale. Ça nous conduit de Fanon à Freire, etc., à Bastide, à Fanon.